Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Marc Delmotte. Je suis ingénieur de recherche au CNRS et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est situé dans le sud-ouest de la banlieue parisienne, sur le campus de Paris-Saclay. Et donc, c'est un laboratoire qui est rattaché au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, au CNRS et aussi à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, c'est sans doute un des plus gros laboratoires, enfin, c'est le plus gros laboratoire français qui travaille sur les thématiques du climat et de l'environnement. Et c'est aussi des plus gros, enfin, c'est un des laboratoires, sans doute, qui est je dirais, dans le top 10 mondial sur ces thématiques-là, avec de nombreux chercheurs très reconnus et pas mal de thématiques. Donc, ce laboratoire, il travaille à la fois, enfin, il a deux caractéristiques. Une qui est qu'il a une composante expérimentation-observation, donc c'est là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui, mais il a aussi une composante modélisation très forte. On est un peu plus de 350 et on va travailler sur toutes les échelles de temps et aussi sur pas mal d'échelles au niveau de l'espace. Voilà, donc aujourd'hui, moi je travaille au sein d'une équipe qui est en charge du suivi des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et notamment à l'échelle française et européenne. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Donc, le titre de mon webinaire a pour sujet mesure et suivi des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pourquoi? Comment? Alors, je vais commencer par une introduction rapide et puis revenir sur quelques notions de base, notamment sur tout ce qui va concerner le cycle du carbone. Alors, la première chose, c'est dans quel contexte en fait on fait ces travaux? Alors, outre le fait qu'on s'intéresse à comprendre le fonctionnement du système climatique et notamment du cycle du carbone, on est aujourd'hui dans un contexte climatique particulier, puisque si je m'appuie sur les derniers résultats du rapport du GIEC qui ont été remis il y a à peu près un an et demi, pour les conclusions de l'ensemble des groupes, ce qu'on constate, c'est que les changements climatiques récents, ils sont généralisés, ils sont rapides et ils s'intensifient. Et également, ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, on voit que la température globale moyenne de la surface de la Terre a augmenté d'environ 1,2 degré aujourd'hui. À l'époque où ça a été écrit, c'était 1,1, mais maintenant on a dépassé 1,2 degré. Avec, on voit sur la courbe de gauche, on voit la variabilité naturelle du climat hein, avec ses variations, mais aussi une augmentation marquée depuis notamment le début des années 80 à l'augmentation de la température. Si on essaie de comprendre à quoi est lié ce réchauffement, bah, en fait, on voit que la totalité de ce réchauffement est liée à l'influence des activités humaines et notamment euh, les gaz à effet de serre représentent les éléments majeurs qui vont conduire à ce réchauffement. On voit qu'il y a aussi d'autres facteurs hein, qui contribuent, notamment des facteurs qui vont permettre, qui vont avoir plutôt un effet refroidissant, hein, notamment tout ce qui va être pollution urbaine, tout ce qui va être particules, etc. Mais et qui on additionne les deux, on voit que ce sont les gaz à effet de serre qui ont un effet majeur et important et qui créent ce réchauffement. Alors qu'il faut revenir sur quelques notions. Quand on parle de gaz à effet de serre, il faut garder en tête que ce sont des gaz qui sont en concentration très faible dans l'atmosphère, hein. Je vous rappelle, la composition de l'atmosphère, c'est 78% d'azote, à peu près 21% d'oxygène. On a déjà là 99% de la composition atmosphérique. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'autres gaz qu'on va appeler des gaz traces, donc des gaz qui sont présents en toute petite quantité dans l'atmosphère. Il y a de l'argon. Alors l'argon, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un gaz qui est neutre. Il ne va pas réagir avec les autres composés de l'atmosphère, ni physiquement, ni chimiquement. Et puis il y a ces fameux gaz à effet de serre. Ce sont ceux que vous voyez qui sont notés en rouge sur ce graphique. Alors il y a la vapeur d'eau, je ne vous en parlerai pas ou très peu, même si c'est le premier gaz à effet de serre en concentration. La raison pour laquelle on va pas trop en parler, c'est que c'est un gaz qui n'est pas directement, au moins au premier ordre, qui n'est pas influencé directement par les activités humaines. En fait, le fait que le climat se réchauffe va modifier la composition, enfin la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère, puisque plus une atmosphère est chaude, plus elle peut contenir de vapeur d'eau. Mais donc ça va jouer, il va y avoir un effet rétroactif à l'échelle de l'effet de serre. Mais par contre, les gaz qui vont au premier ordre vraiment être responsables, ce sont les gaz que vous voyez en rouge. Donc les trois principaux gaz à effet de serre sont par ordre d'importance le gaz carbonique ou le CO2 ou encore le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux. Ce sont les trois plus importants en concentration.
Alors là aussi, je voudrais rappeler quelques notions, hein. Quand on parle de concentration de gaz carbonique, si on met ça en pourcentage, on est à des concentrations très faibles, hein. C'est de l'ordre de 0,04. C'est 0,04%. En fait, c'est des unités qu'on n'utilise pas, nous, dans notre domaine, parce que c'est pas assez précis. Et donc, nous, on va utiliser une unité qu'on appelle le ppm, les parties par million. Et donc aujourd'hui, actuellement, on est au-dessus de 420 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Ça veut dire que si je prends 1 million de molécules d'air, dedans, je vais trouver 780 000 molécules de diazote, 210 000 molécules d'oxygène et je vais trouver 420 molécules de CO2 à l'heure actuelle. Ensuite, il y a le méthane, qui est le deuxième gaz à effet de serre. Donc là, on n'est plus en partie par million, mais on est en partie par milliard. On est sur des concentrations encore plus faible, de l'ordre de 1880, 90, 95, 96 parties par milliard. Et l'oxyde nitreux, c'est aussi des parties par milliard. Alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que l'atmosphère, c'est un milieu qui est dynamique, comme vous voyez sur cette animation. Euh, les gaz qui vont être émis quelque part sur la planète vont pas rester au-dessus de la tête des habitants, mais vont être propagés petit à petit par l'ensemble de la dynamique atmosphérique, comme vous voyez. Avec là, vous avez une illustration de la variation des concentrations de gaz à effet de serre en fonction du temps et des saisons notamment. Et donc, vous allez voir qu'il y a aussi il y a des variations dans les émissions, mais il y a aussi des variations dans ce qu'on va appeler les puits de carbone, donc la végétation et l'océan qui vont absorber une partie des émissions, particulier liées à nos activités. Donc il y a un mélange à la fois zonal, donc sur les bandes de latitude, mais aussi à l'échelle globale pour l'ensemble des concentrations. Donc à partir du moment, plus on va monter en altitude, plus on va avoir quelque chose d'homogène et plus on va s'éloigner des sources, plus on va avoir d'effets de lignes de base des mesures qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est très important parce que les gaz ne sont pas statiques et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a tant de mal à résoudre le problème, c'est-à-dire que un pays lui-même ne peut pas décider, s'il décide d'arrêter, c'est pas lui qui va pouvoir, il ne maîtrise pas la concentration de gaz à effet de serre qu'il va avoir au-dessus de sa tête. Alors l'effet de serre, justement, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un processus physique qui fait que le système climatique fonctionne à partir de l'énergie qui est reçue du Soleil. Donc, les rayons du Soleil sont notre source d'énergie. Il y a une partie de ces rayons qui vont arriver au sommet de l'atmosphère et qui vont être directement envoyés vers l'espace. Ce sont les 30% que vous voyez par la flèche jaune. Puis, il y a une partie de ces rayonnements qui vont être absorbés par la couche atmosphérique et il y en a ensuite une partie, à peu près la moitié, qui va arriver jusqu'au sol. La Terre, c'est comme vous et moi, c'est ce qu'on appelle un corps chaud. En fait, elle va chercher à garder une température d'équilibre. Donc, si elle reçoit de l'énergie, elle va la réémettre pour garder sa température d'équilibre. En fait, au départ, la différence entre ce qui va être émis et ce qui est absorbé, c'est que le Soleil émet dans toutes les longueurs d'onde. euh, et par contre, la Terre, comme c'est un corps chaud, mais qui a une température donnée de l'ordre de 15 degrés, elle n'émet uniquement que dans le rayonnement infrarouge. Et donc, elle va réémettre ces infrarouges vers l'atmosphère, vers l'espace. Et c'est là que les gaz à effet de serre vont intervenir, puisque ces gaz ont la propriété d'absorber ces rayonnements infrarouges. Et donc, plutôt que ces rayonnements partent vers l'espace, eh ben, ils vont être absorbés par les gaz et réémis de nouveau vers la surface. Et en fait, c'est ça qui va permettre de maintenir une température globale moyenne d'environ 15 degrés à la surface de la Terre. Et c'est ça qui a permis, entre autres, l'apparition de la vie sur Terre, parce que on peut avoir à ces températures-là de l'eau sous ces trois formes, liquide, gazeuse et puis solide. Donc, s'il n'y avait pas d'effet de serre, en fait, on n'aurait pas de vie sur Terre et on n'aurait pas une température de cet ordre-là sur la surface de la Terre. Par contre, si on augmente la concentration de ces gaz, eh ben, on intensifie cet effet et donc on va réchauffer de manière plus intense les basses couches de l'atmosphère et c'est ce qui se passe actuellement avec les activités humaines. Alors, ce CO2 qui est émis, ou ces gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère, il faut bien voir qu'ils ne sont pas émis à partir de rien. En fait, on est dans le cadre de ce qu'on appelle un cycle, c'est-à-dire que le CO2 est stocké sous différentes formes dans les couches géologiques, dans l'atmosphère, dans les plantes, dans les êtres vivants. Et en fait, en fonction de la manière dont on va utiliser ce CO2 ou ces éléments carbonés, eh ben,
on va modifier la répartition du CO2 dans les différents réservoirs. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant des centaines de millions d'années, on a créé des réservoirs géologiques. Hein. Alors, ce que j'appelle les réservoirs géologiques, ce sont essentiellement ce qu'on va utiliser nous aujourd'hui comme source d'énergie. Donc, ce sont les réserves de pétrole, les réserves de charbon et les réserves de gaz. Donc, ils peuvent être stockés soit au fond des océans, soit sous les continents, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que depuis le début de l'ère industrielle, on a exploité de manière intense ces réservoirs en les récupérant et en les brûlant pour fabriquer de l'énergie qu'on va utiliser dans nos déplacements, pour se nourrir, pour nos loisirs, pour se chauffer, etc. Donc, on émet à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Donc, à peu près 34 sont liés à l'usage des combustibles fossiles, hein, ceux que je viens de vous citer, et puis de l'industrie. Et puis, il y en a aussi à peu près 5 qui sont liés à ce qu'on appelle le changement d'usage des sols. Qu'est-ce que c'est le changement d'usage des sols? Eh bien, c'est en fait la déforestation essentiellement ou le remplacement d'une végétation naturelle par des champs, par des zones industrielles, par des parkings, par des bâtiments, etc. Et donc ça, évidemment, ça va jouer sur la partie puits de carbone et ça va donc contribuer aussi à augmenter les émissions. Donc ça, c'est ce qui va être émis. Donc on émet à peu près 40 milliards de tonnes. Et par contre, heureusement, grâce au puits naturel de carbone, on ne va pas avoir une augmentation aussi grande du CO2 dans l'atmosphère. Il en reste à peu près un peu moins de la moitié. Si on émet 100 molécules, il va en rester un peu moins de la moitié, à peu près 46, 44 dans l'atmosphère. Et le reste va être réabsorbé par les deux puits de carbone vous voyez sur cette figure, hein, qui sont la végétation, le land sink, ou les océans. Donc naturellement, la végétation va absorber du CO2 par la réaction de photosynthèse, et donc elle va synthétiser le CO2 gazeux sous forme de matière organique, qui va de nouveau être stocké donc, sous forme solide. Et de la même manière, les océans vont absorber le CO2. Alors, de manière naturelle, simplement le CO2 va se dissoudre dans l'eau, puis après, il va être soit absorbé par photosynthèse, par le phytoplancton, par exemple, qui lui-même va être mangé par des organismes supérieurs, notamment, ou qui va être synthétisé par des animaux comme les coquillages qui vont fabriquer à ce moment-là une carapace. Et donc le CO2 va aussi être de nouveau sous forme solide. Et puis quand les animaux vont mourir, eh ben, les coquilles vont se déposer au fond de l'océan à nouveau. Et au bout de centaines de millions d'années, on va de nouveau fabriquer des réservoirs de pétrole, de charbon ou de gaz. Et donc là, on voit bien qu'on a formé ce cycle, fermé ce cycle et donc, c'est pour ça qu'on parle de cycle du carbone. Donc, en fait, la différence qu'on voit actuellement, c'est que c'est des échelles de temps. Hein, je vous ai dit à peu près des centaines de millions d'années pour former les réservoirs géologiques. Et là, on a utilisé des quantités énormes de ces réservoirs qu'on a utilisés pour faire de la combustion et donc pour produire du CO2. Donc, il y a une partie du CO2 qui était sous forme solide, gazeux ou liquide, qui maintenant se retrouve à l'état gazeux dans l'atmosphère et qui s'accumule petit à petit dans l'atmosphère. Donc, si on résume en fait un peu ça, vous avez en gros les sources d'un côté, sur votre gauche, à peu près 88% des émissions sont liées à nos activités directes et 12%, comme je vous disais, qui sont liées au changement d'usage des sols, donc en grande partie la déforestation. Et puis, ben, en face, vous avez les puits donc vous avez ce qui va s'accumuler dans l'atmosphère, les 47% qu'on voit là, ça c'est ce qui va s'accumuler au cours du temps, et puis les deux puits de carbone, la végétation et les océans, qui vont absorber à part à peu près égale en moyenne le CO2, mais avec une variabilité plus forte pour la partie végétation qui, elle, est sensible aux variations climatiques ou météorologiques. Hein. Évidemment, quand on a des conditions très chaudes ou très sèches, eh ben, la végétation ne va pas répondre de la même manière, elle ne va pas absorber autant, donc la partie végétale va avoir une réponse beaucoup plus euh, chaotique que l'océan qui, lui, absorbe globalement toujours autant au cours du temps. Donc, vous voyez ça sur cette figure-là. Sur la gauche, vous avez l'évolution des émissions. Donc, vous voyez depuis le début de l'ère industrielle, vous voyez une augmentation. Au départ, nos sources d'énergie étaient essentiellement liées à l'usage des sols. Hein, c'était le bois. Vous voyez que c'est la part du bois et du changement d'usage des sols euh, a continué à légèrement augmenter et puis se stabiliser. Mais petit à petit, la demande en énergie a été telle qu'ils ont été aussi dépassés par les besoins en combustibles fossiles. Et donc, au fur et à mesure que ces demandes et que ces émissions augmentent, vous voyez que en parallèle, les puits absorbent aussi de plus en plus, avec une tendance à peu près continue pour l'océan qui augmente. Et puis, par contre, une variabilité plus forte pour la partie végétation. Et puis, ben, la différence des deux, ben, c'est ce qui va s'accumuler
dans l'atmosphère. Et vous voyez sur la figure de droite l'accumulation progressive du carbone dans les différents réservoirs et l'augmentation cumulée des émissions liées à nos activités et au changement d'usage des sols. Alors, maintenant que j'ai posé un peu les bases et le contexte, je voudrais vous expliquer un peu comment on fait en fait pour comprendre et pour obtenir tous ces résultats. Et en particulier, ce sur quoi on va s'appuyer, c'est sur l'observation. Donc, on va faire des mesures et du suivi de l'atmosphère, notamment pour les gaz à effet de serre. Et donc, je vais vous parler en particulier d'un exemple qui est dans lequel je travaille, le Service national d'observation ICOS France Atmosphère, qui est en fait un réseau de mesures atmosphériques de suivi des gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de mesure? En fait, le réseau de mesure, il va être constitué de différents éléments. Selon ce qu'on va vouloir regarder, on ne va pas voir la même chose et on ne va pas installer le même type d'observatoire. En gros, la plupart des observatoires, c'est ce que vous allez voir je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ce que vous voyez là, typiquement, ça va être un observatoire au sol. Donc, en général, on a une tour sur laquelle on va installer des instruments et on va pouvoir prélever l'air avec un instrument qui est au pied de la tour. Ça va donner une information qui est plutôt locale, voire régionale pour le haut de la tour si elle est suffisamment haute. Ensuite, si on veut s'intéresser à ce qui se passe à l'échelle nationale ou à l'échelle globale, il va falloir avoir une vision un peu plus globale. Et donc, pour ça, on va pouvoir soit utiliser des mesures intégrées à distance, soit des lidars, soit d'autres techniques qui vont permettre de faire une mesure intégrée de l'ensemble de la colonne d'air sur l'épaisseur de l'atmosphère. En général, c'est de l'ordre de 5, 10 à 10 km. Et puis, on peut aussi s'amuser à faire des mesures à travers aéroportées. Donc, depuis le haut de l'atmosphère, on va pouvoir mesurer, par exemple, des gradients ou des mesures en altitude. On va pouvoir on va pouvoir mesurer avec des ballons stratosphériques, par exemple, qu'on va envoyer jusqu'à 30 km, qui vont nous permettre de prélever l'air dans la colonne atmosphérique et ainsi obtenir les gradients de concentration en fonction de l'altitude. Et puis, de manière ultime, l'autre moyen de faire les mesures, c'est d'utiliser les satellites qui vont avoir une couverture globale cette fois-ci. Alors la difficulté, c'est après de pouvoir réutiliser l'ensemble de ces mesures en cohérence pour pouvoir avoir une couverture globale, à la fois spatiale et temporelle. Et évidemment, les techniques de mesure étant différentes et les pressions de mesure étant différentes, il faut arriver à calibrer, à intercomparer toutes ces mesures, et c'est ce qu'on essaye de faire sur certains sites notamment. Alors, comment est-ce qu'on a construit ces réseaux? Donc, en fait, le réseau national français, le service national français, il fait partie de ce qu'on appelle l'infrastructure de recherche européenne qui s'appelle ICOS. ICOS, ça veut dire Integrated Carbon Observation System. Donc, c'est une infrastructure de recherche européenne, une entité légale, et donc qui regroupe aujourd'hui 16 pays. Ce sont les pays que vous voyez en bleu sur cette carte. On a plus de 180 stations de mesure réparties sur cette zone-là, voire des fois un peu au-delà. Et il y a une communauté de plus de 550 chercheurs qui sont impliqués dans ce travail et environ 150 institutions ou universités qui sont impliquées dedans. Alors, comment c'est construit? Je vous ai expliqué, il y a des sources d'émissions et il y a en gros trois réservoirs, l'atmosphère et puis les puits de carbone. Donc en fait, ICOS, ça consiste en fait à trois réseaux d'observation. Un réseau atmosphérique où on va mesurer l'évolution des concentrations dans l'atmosphère. Donc, ce sont des stations sur tous les petits points orange, enfin rose que vous voyez sur cette carte. Euh, Puis, on s'intéresse aussi à la réponse donc au puits de carbone par les écosystèmes. Donc, notamment les différents types de végétation qu'on va rencontrer sur le continent européen vont permettre de regarder, parce qu'évidemment, une forêt de feuillus n'a pas la même capacité d'absorption que la toundra, que la taïga, qu'un champ cultivé, ou etc. Donc, on s'intéresse vraiment à cette variabilité, à l'étude de ces choses-là. Et puis, on va aussi s'intéresser. Donc là, il y a vraiment des mesures qui sont faites sur les différents écosystèmes. Et puis, on va aussi s'intéresser à ce qui se passe dans l'océan. Donc, à la fois en ayant des stations qui sont soit des bouées dérivantes, soit des stations côtières, soit carrément des navires qui vont être équipés d'instruments à bord et qui vont permettre de mesurer la pression partielle de CO2 dans l'océan.
par rapport à celle de l'atmosphère, et donc de calculer, à l'arrivée, on essaye de calculer les flux qui restent entre ce qui rentre et ce qui sort dans l'atmosphère pour savoir ce qui va s'accumuler au final dans l'atmosphère et qui va avoir un impact sur le réchauffement climatique. Donc la manière dont c'est construit à l'échelle européenne, vous avez ces réseaux de stations, donc les réseaux de stations pour l'atmosphère, pour les écosystèmes, pour les océans. Ensuite, donc ça, c'est chaque pays qui va gérer son propre réseau, donc le nombre de stations qu'il a la capacité de faire fonctionner, et puis qui veut bien intégrer dans ce réseau européen. Ensuite, chacun des réseaux a ce qu'on appelle un centre thématique, donc c'est ce que vous voyez noté Océan Thematic Center, Écosystème Thematic Center et Atmosphérique Thematic Center, qui sont auxquels on a adjoint des assemblées pour suivre et pour discuter de l'ensemble des stations d'un type donné. Et donc ça, c'est l'ensemble des responsables des stations qui vont discuter une ou deux fois par an, tous ensemble, pour voir s'il y a des modifications à faire sur la méthode, sur le traitement des données, sur les techniques, etc. Il y a aussi adossé à ces centres thématiques un centre de calibration qui va permettre de fournir notamment tout ce qui va servir à calibrer les instruments et les gaz pour pouvoir avoir une échelle cohérente et puis une échelle qui est reliée directement aux, aux échelles internationales. De manière à ce que toutes ces mesures, elles soient intercomparables et qu'elles soient utilisables derrière par la communauté, notamment de modélisateurs. Et puis derrière, vous avez toute une structure de direction et de coordination de cette infrastructure avec un portail carbone où on va pouvoir récupérer les données, un directeur général, un centre de traitement et de coordination qu'on appelle Head Office. Et puis derrière, il y a une assemblée générale aussi qui va regrouper l'ensemble des pays qui vont avoir leur mot à dire pour prendre les décisions à l'échelle de l'Europe. Alors, à l'échelle de la France, aujourd'hui, on a un service national d'observation français pour l'atmosphère. Alors moi, je vais me contenter de parler de la partie atmosphérique. Il y a aussi un réseau pour les écosystèmes et qui lui est plutôt piloté par l'INRAE en France et pour la partie marine aussi, océan. Nous, au LSCE, on a en charge la coordination du service national pour l'atmosphère, qui est constitué aujourd'hui de 18 observatoires. Donc, il y en a 11 en métropole, c'est la carte que vous voyez sur votre gauche. Et puis, il y en a quelques autres qui sont répartis dans le monde entier. Et notamment, il y en a deux sur le continent africain, une en Côte d'Ivoire, sur la station de Lamto, et il y en a une autre au Maroc, dans l'Atlas marocain. Donc la station marocaine, elle est en bleu parce qu'elle ne fait pas officiellement partie du service national d'observation. C'est plutôt une station associée qu'on co-gère en lien avec l'université Mohamed V. Euh, et il y a d'autres stations qu'on a comme ça. On a notamment des collaborations avec l'Inde où on a plusieurs stations. On les a aidés à monter un petit réseau en Inde et on a collaboré avec eux. Voilà, donc un, un observatoire comme enfin un service d'observation comme ça fonctionne évidemment pas uniquement avec un seul laboratoire. Donc la coordination est faite au LSCE. Ça implique au niveau financement un certain nombre d'agences en France, donc le CEA, le CNRS, l'université, l'ANDRA, l'Institut polaire, qui vont contribuer au financement de ces réseaux. On est aujourd'hui labellisé, donc on est ce qu'on appelle une infrastructure de recherche étoile en France. Donc on a des financements pérennisés sur 20 ans. Et puis évidemment, derrière, pour chacune des stations, on va avoir le support soit d'organismes d'observation, soit de laboratoires, soit de sites, soit d'autres universités en France comme à l'étranger, hein, qui vont nous apporter leur soutien, notamment logistique et scientifique dans la plupart des cas. On héberge aussi au LSCE le centre thématique atmosphère dont je vous ai parlé au niveau européen et est aussi hébergé dans notre laboratoire sur la partie atmosphère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une station d'observation? En fait, ça consiste alors, il y a deux types de niveaux de stations à l'échelle européenne. Il y a ce qu'on va appeler des stations de niveau 1 et des stations de niveau 2. Alors, la différence entre les deux, c'est simplement que le nombre de paramètres qui est nécessaire de mesurer pour avoir la labellisation euh, à l'échelle niveau 1 ou niveau 2 est différent. Donc, on va dire qu'une station de base, on va lui demander de mesurer la concentration atmosphérique de CO2 en continu à haute précision et les paramètres météo, donc notamment la vitesse et la direction du vent, la pression, la température et l'humidité relative.
Et pour avoir une station qui soit labellisée au niveau 1, en plus du CO2, on va devoir mesurer de manière continue le méthane, le CO. Alors le CO n'est pas un gaz à effet de serre, mais en fait c'est un gaz qui va nous servir à tracer l'origine du CO2, puisque le CO2 qui est produit par une réaction de combustion, en général, elle n'est pas complète et elle est souvent associée à une émission aussi de CO. Donc nous, ce qu'on veut essayer de faire à la fin, c'est de comprendre quelle est la part du CO2 émis qui est liée euh, euh, aux impacts des activités humaines et ce qui est naturel, comme par exemple la respiration des plantes ou des animaux, qui est un processus naturel. Donc si on a des pics de CO2 très forts associés avec des pics de CO très forts, bah, il y a de fortes chances que ce CO2 soit d'origine non naturelle, plutôt anthropique, et donc ça va nous aider à décider à comment on l'attribue. Ensuite, on peut avoir à mesurer la hauteur de la couche limite aussi, et puis éventuellement additionner des mesures qu'on fait dans des échantillons d'air qu'on va prélever avec un système dédié où là, on va pouvoir mesurer, en plus du CO2, du méthane et du CO, d'autres éléments comme le N2O, le SF6, l'hydrogène, les isotopes, d'autres choses qui vont nous aider à comprendre les résultats et à avoir aussi d'autres paramètres en plus. Et optionnellement, on peut aussi mesurer d'autres éléments comme le radon. Alors, le radon, en fait, c'est un gaz qui est émis essentiellement par les sols et qui sert aussi à savoir quelle est l'origine de la masse d'air. Ou dans certaines stations, on a aussi des mesures de flux. Donc là, les flux, c'est plutôt ce qu'on va appeler, c'est lié aux écosystèmes. Et donc, on peut avoir des stations communes où on a à la fois des mesures de CO2 atmosphérique et des mesures écosystémiques. En bas, donc en haut, une station, vous avez un schéma, hein. Donc typiquement, vous allez avoir des instruments, vous allez avoir une tour avec des capteurs météo, et puis vous allez avoir des gaz de calibration, et puis potentiellement un système de prélèvement d'échantillons. Vous avez un schéma un peu plus précis en dessous où vous retrouvez en général une tour ICO, c'est une tour de haute altitude, donc c'est entre 100 et 300 mètres, hein, sur lequel on va avoir plusieurs lignes de prélèvement d'air à plusieurs niveaux pour avoir une mesure du gradient. Donc en général, on mesure à 10 mètres du sol, puis à 50 mètres et au moins à 100 mètres. Ces lignes sont prélevées, sont pompées en permanence par des petites pompes qui fait que l'air est jamais stagnant, mais il est toujours en mouvement. Et puis, ben, on a derrière, donc en amont, en général, on essaye de sécher l'air. La raison pour laquelle on sèche l'air, c'est que les mesures de concentration en gaz à effet de serre sont données en air sec. Et donc, évidemment, quand vous mesurez dans l'atmosphère, c'est jamais de l'air sec, c'est de l'air humide. Donc, soit vous séchez en amont, soit vous mesurez la vapeur d'eau et vous corrigez ensuite vos mesures. Donc toutes ces lignes, elles sont reliées à ce qu'on appelle une vanne multiposition. Donc c'est une vanne qui a plusieurs entrées et qui a une seule sortie. La sortie, elle est reliée à l'analyseur de gaz à effet de serre. Et puis cette vanne multiposition, elle est reliée aux différents niveaux de la tour, mais aussi à l'ensemble des gaz d'étalonnage et des gaz de contrôle, puisqu'on va avoir aussi régulièrement dans la séquence de mesure l'analyse de gaz de contrôle pour vérifier la qualité des mesures et le bon fonctionnement de ce système. Ensuite, l'analyseur, il fonctionne par lui-même, il pilote en autonomie cette vanne et il va avoir des séquences de mesures qui vont lui permettre d'alterner les différents niveaux, les mesures de gaz de contrôle et les mesures des gaz d'étalonnage. Et ensuite, il va stocker les données et les transmettre régulièrement. Donc, toutes les 24 heures, on a un protocole qui permet d'envoyer les données vers la base de données du laboratoire et ensuite, elles vont être traitées et mises à disposition de la communauté.